On commence ça super relax. Pour ceux qui vous connaissent pas ou qui vous connaissent pas ou qui commencent à s'intéresser à la politique, c'est pour ça qu'on le fait. J'ai Ouais. la chance de recevoir des politiciens, des politiciennes de votre statut. Vous venez de où? Pourquoi la politique? On a un petit 5 minutes là, de background. Je suis né à Trois-Rivières, grandi dans le 450. Ma famille, surtout, venait de Québec. Mhm. Euh, Pourquoi la politique? Je pense qu'au fond, il y a toutes sortes de manières de se rendre utile. Puis la question ultime, quand on regarde une société aller puis on se dit, mais ça n'a pas de bon sens, telle chose, c'est OK, ça n'a pas de bon sens, mais serais-tu prêt à essayer, vu la grosseur du défi puis de l'appareil qu'est le gouvernement, serais-tu prêt à essayer que ça change, toi-même? Et là-dessus, mon père disait, fais pas ça. Comme presque tout le monde, on Mais se moi, fait dire... mon entourage me disait, fais pas ça. J'avais ma mère, ma soeur qui disait, Paul, tu vas gâcher ta carrière. C'est comme. Il disait, tu sais, sans méchanceté, je pense qu'il était juste inquiet, mais Ah comme ouais, n'importe quel entrepreneur, là, ceux qui nous écoutent et qui ont même déjà chose. entrepris, d'habitude, tes proches essaient de te garder de toi-même dans ta folie, alors que les entrepreneurs sont des gens qui ont une vision puis qui ont le goût d'aller de l'avant pour vrai, pas juste en parler. Mais mon père, lui, il me disait, tu sais, t'aimerais pas mieux essayer d'aider des gens, mais à petite échelle, parce que ça va te donner cette certitude d'être Mhm. utile. D'avoir Alors que là, les tu mains... t'attaques à quelque chose où il y a beaucoup de mensonges, il y a de la corruption, tu vas. Donc, j'avais pas un entourage très, positif. très positif. Ils sont partiellement. Tu sais, maintenant, il y a des bonnes journées où est-ce qu'ils sont très fiers, ils m'encouragent. Il y a d'autres journées où j'ai l'impression qu'ils vivent pour moi les attaques puis les déceptions de la politique. Et Ils surtout la vivent. famille proche, là, Ben c'est oui, difficile. les Là. familles proches, ils vivent l'injustice avec toi, puis ça n'a pas de bon sens, puis ils t'écrivent, puis des fois, c'est pas simple. Mais au final, pour répondre à ta question, c'est simplement que j'ai osé essayer. Oser essayer de me rendre à une étape où un gouvernement puis une société pourraient s'améliorer grâce à un groupe de gens honnêtes puis assez solides au niveau de leurs compétences, de leur intelligence, pour avoir cet impact positif-là. Puis la vérité, c'est que je suis toujours dans cette quête-là. Tu sais, il y a des choses de réussies dans ma courte carrière politique, mais mon objectif n'est pas du tout atteint. Mhm. Moi, je suis toujours dans cette quête-là. Et j'ai comme croyance, puis ça explique certains de mes comportements, que cette quête-là peut fonctionner seulement si on est dans une quête de vérité. C'est-à-dire que le dialogue social est fondé sur une recherche de vérité. Évidemment, tu n'as pas la vérité science Personne n'a la infuse, j'ai vérité pas la absolue. vérité, Non. mais de partir de la prémisse que tu es mieux de dire les choses comme elles sont, puis l'autre te dira les choses comme elles le sont, puis partir comme ça va amener un dialogue qui va être productif, plutôt que de vendre des salades qui se peuvent pas, d'enrober, d'éviter les sujets. J'ai vraiment cette croyance-là que l'utilité à la société puis la quête que j'ai d'être utile passe également par un dialogue qui est franc et qui donc amène certains désaccords, mais de ce désaccord au moins basé sur la franchise va naître des solutions qu'on n'aurait pas eues si on n'avait pas eu cette franchise-là. Donc, ça explique un peu mon univers mental de mon implication politique. J'adore la réponse. Dites-moi, là, vous avez dit, là, tu te lances dans un truc qui est tellement gros. On est-tu capable de changer quelque chose? Est-ce que l'État est trop gros? Et si oui, à quel point c'est rendu trop gros? Oui, il est trop gros sur le plan bureaucratique en termes de capacité de financer nos services, mais on va juste le séparer en deux sections. Là. Est-ce qu'il est trop gros pour changer quelque chose? La réponse, c'est que ça n'a aucun rapport avec la taille. Il faut juste avancer avec la sérénité que le changement, il est toujours possible, mais il peut avoir des conséquences par rapport aux intentions de vote ou par rapport... Donc, si on est un peu entrepreneurial, le changement, il est là, mais il faut vivre aussi avec le fait que, en termes de simplicité en politique, si tu proposes aucun changement, tu auras beaucoup moins de résistance que si tu es là pour Ben oui. du changement. Ben oui. Donc, il y a un prix, mais toujours, c'est possible de changer des choses en politique. Il n'y a aucun doute.
Maintenant, en termes de gestion, c'est évident qu'on est devant un gouvernement du Québec qui a une bureaucratie qui croît beaucoup plus vite que la population. Et plus on met d'argent dans des contrôles bureaucratiques, moins il y en a pour les services et ça crée une crise de confiance. Et le pire, c'est que ça, on en discute quand même raisonnablement. Si on lit les médias et on s'informe, c'est une discussion qui a lieu puis qu'on a déjà entendue. Mais celle, à mon avis, pour laquelle on passe complètement à côté, c'est que si au moins tu avais un palier de gouvernement puis tu avais ce défi-là, c'est pas pire. Non. Tu as un gouvernement par-dessus le gouvernement qui prend presque la moitié de tes impôts et dédouble ce que le premier gouvernement faisait, souvent en abusant de son pouvoir, ne serait-ce que le pouvoir de dépenser, pour obliger le gouvernement principal, qui est le gouvernement du Québec, à faire ce que le gouvernement fédéral voudrait. Donc, partie de mon défi, c'est de mettre en lumière que la plus grosse part de gaspillage et de sur-bureaucratisation, de surpoids de l'État, il est à l'échelle fédérale parce que dans n'importe quel État unitaire standard, tu n'as pas cette superposition de gouvernement qui, en plus, va mener à des désaccords, donc des projets qui n'avancent pas. Combien de projets au Québec tu as dans l'actualité, puis ça dit ouais, mais là, c'est le fédéral qui ne veut plus mettre l'argent. Beaucoup trop. Puis ils ne s'entendent pas sur les normes. Puis prendre l'angle de l'entrepreneur ou du père de famille ou de la mère de famille qui veut juste faire son chemin dans la vie, t'en as combien de la paperasse superposée fédérale Québec, là? En plus du palier municipal. Donc, trop gros, oui. Trop gros pour offrir des services de qualité à la population. Puis moi, je crois qu'on a la richesse et plusieurs avantages à maintenir des services publics de qualité aux plus démunis, mais à tout le monde. Tu sais, on a des enfants qui ont besoin des aînés. On est assez riche pour ça, mais on n'est pas assez riche pour mettre une partie substantielle de nos ressources dans autre chose que les services réels à la population. Puis c'est là qu'il y a un débalancement, ça, il n'y a aucun doute. L'appareil gouvernemental reste à peu près pareil ou grossit si on devient un pays, le Québec? Ah, ils font substantiellement. C'est pour ça qu'à la non, question... mais oublions le fédéral. Là, en ce moment, oui, c'est sûr que si on l'enlève, ils font, mais en ce moment, là, la bureaucratie québécoise, ça a l'air de quoi si on devient un pays? Pré-pays, je pense qu'on est dû pour une cure d'amincissement au niveau de la bureaucratie. Là, vous êtes élu, mois d'octobre, pré-pays. Oui, c'est sûr. On amincit. C'est sûr parce que, de mon point de vue, ce qu'on paye en impôts doit revenir en service. Puis si les gens perdent confiance sur ça, le correctif, il est urgent. Et ce que la CAQ a fait, c'est de créer des... Je m'excuse, à chaque fois que je parle de ça, j'arrive avec le mot bébelle, mais il y a un peu un aspect bébelle dans le fait de créer des nouvelles structures tout le temps. Qui sont en parallèle de ministères qui existent déjà, pour lesquels, au final, tu comptes le nombre d'employés puis les dépenses totales. Santé Québec, là. Mais Santé Québec, mobilité, il y en a plein, mais si pendant ce temps-là, la personne qui veut son service, elle ne l'obtient pas, ça ne tiendra pas la route longtemps, cette histoire-là. Là. Mais l'indépendance du Québec, comprenons, c'est quoi, là? Tu as 2 gouvernements, puis dans le cas de sous Trudeau, là, le fédéral, c'est hallucinant. Là. C'est une croissance de l'appareil des fonctionnaires fédéraux par 40 quelques % sous Trudeau. Pendant ce temps-là, les services fédéraux, les quelques-uns, reculaient selon le directeur du budget fédéral. Donc, c'est sûr que si tu prends ces 2 structures-là, puis tu fais une seule structure, l'indépendance du Québec, le but, c'est de réduire la taille et donc générer des économies qui vont se traduire en service à la population, mais probablement aussi en baisse d'impôts et de taxes pour une classe moyenne en ce moment qui est vraiment dans un étau, celui de du hausse de la... comme elle n'a jamais été. Moi, j'ai 40 ans, j'ai jamais vu ça. Mais c'est parce que c'est un appauvrissement per capita qu'on vit au Canada. Ben oui, mais on le voit. Là. Le Canada, parmi tous les pays de l'OCDE, est celui qui a la pire performance économique au cours des 10 dernières années pour des raisons de dérive idéologique que le Québec n'a jamais choisies. Là, on se les fait imposer sur toute la ligne. De sorte que... si tu es à 0% pendant des années de croissance, le nombre de personnes augmente et tu as le coût de la vie puis le coût de plein d'éléments, notamment les loyers, mais épicerie et gaz qui augmentent rapidement. Ce dont on parle ici, c'est l'appauvrissement des gens. Là. La classe moyenne, je le dis souvent, est en train de disparaître. C'est exactement ça. Fait que les riches, exactement. Les pauvres, et que je déteste dire ce mot-là, mais c'est ça. Et la classe moyenne, maintenant, est plus capable d'aller manger 4 personnes au Saint-Hubert. Fait que ça, c'est pas normal. Je pense qu'on s'entend là-dessus.
c'est pas normal et c'est le fruit de dérives idéologiques, de politiques catastrophiques sur le plan du fédéral. Et un de mes défis, c'est de vulgariser les liens de cause à effet. Parce qu'évidemment, aux prochaines élections au Québec, les gens vont vouloir, et je vais en parler évidemment, là, donc on va parler de coût de la vie, coût du logement, hausse de l'itinérance. Mais ensuite, comment expliquer qu'une mauvaise planification, de mauvaises politiques publiques, surtout liées au fédéral, puis beaucoup de gaspillage, mène à cette situation concrète-là? Comment amener l'indépendance du Québec, non pas comme un problème de plus, un défi de plus, mais bel et bien comme une solution à ces mauvaises politiques-là pour qu'on se réapproprie et qu'on oriente correctement toutes ces questions-là dans l'intérêt de ces gens qui ont de la misère à arriver. Ça, c'est sûr que c'est mon défi, mais n'en demeure pas moins que quelqu'un qui s'intéresse un peu puis qui se penche sur les politiques du fédéral sur 10 ans, qui regarde l'absence de croissance économique, la croissance est quand même exponentielle de la population et des histoires de gaspillage pour lesquelles on passe trop vite. Là, je te donne un exemple qui, moi, m'a frappé. Là, ça m'a vraiment marqué. Donc, scandale SACLIC, c'est pas rien. C'est au Québec, on se rend compte que le gouvernement a été averti et plein de gens sont impliqués. Puis, 1,2 milliard de dollars plus tard, il n'y a rien qui marche. Et cet argent-là s'est envolé en fumée. Puis il faut dire que maintenant, là, on parle de 1,2 milliard. Vous êtes dans l'appartement, dans le gouvernement, vous savez comment ça fonctionne. Maintenant, on parle de milliards comme si c'était 5 millions, vous le disant. C'est rendu fou. Ça, c'est 1200 millions de dollars pour une transition numérique qui est. Mais ça sur l'itinérance, là. Non, mais puis tu n'as plus de problème d'itinérance mais au on Québec. Mais on ne peut là. pas faire pas de transition numérique non plus. Fait que, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est un cas de gaspillage. Au moins, il y a eu une commission, puis on en a parlé. Pendant ce temps-là, au fédéral, non. Puis ça, je l'avais prédit, puis les gens disaient que j'étais trop... Personne. Mais je l'avais expliqué pourquoi, puis les gens, évidemment, les gens, je parle plus, le système médiatique me trouvait un peu prompt de prédire ça, mais j'avais des craintes par rapport à ce que la CAQ mettait en place. Mais compare-le avec le fédéral, où il y a eu l'équivalent, vraiment l'équivalent pour un scandale de 6 point quelques milliards. Puis regarde l'espace médiatique donné à chacun. On n'en a pas parlé. J'en ai parlé 2-3 publications. Les gens ne sont pas au courant. C'est tellement loin, le fédéral. OK. Mais on envoie la moitié de nos impôts, puis après, on traite ça comme si ce n'était pas notre argent. Mais regardez attentivement où les scandales sont les plus volumineux. Ben, c'est au fédéral. C'est épouvantable. Ben, c'est sûr qu'avec la population de l'argent, mais oui, 100 %. Mais par capita, si on compare ça à SACLIC, c'est 100 fois plus gros. Oui, puis c'est sûr que les gens vont me dire également, tu as sûrement raison sur le fédéral, mais montre-moi avant qu'on peut faire mieux au Québec. Puis ma réponse à ça, c'est oui. Mais une nuance près, quand on me dit, on va régler nos routes, nos hôpitaux, nos écoles, on va tout régler, puis après, on fera l'indépendance, là, je suis obligé de répondre aux gens, je peux vous démontrer qu'une équipe solide peut mieux gérer que ce que vous avez vu. Ça, je pense qu'on est capable. Mais pensez pas qu'avec la moitié des impôts seulement, puis à peu près le 3/4 des problèmes, si c'est pas plus, on peut y arriver pendant que l'autre palier de gouvernement a presque pas de responsabilité puis gaspille à tout vent. C'est comme être dans un couple où est-ce qu'il y en a un qui a seulement la facture d'hydro, puis l'autre s'occupe des voitures, du paiement de l'hypothèque puis de l'épicerie. Ça n'arrive pas, là. Et ça, c'est documenté depuis les années 90. Ça s'appelait le déséquilibre fiscal dans les années 90. Ouais. Aujourd'hui, moi, j'appelle ça de l'asphyxie fiscale parce que c'est vraiment... le plus frappant, c'était le mandat fort de François Legault avec la prétention d'aller chercher, pour juste la santé, 6 milliards de transferts fédéraux. Ils en ont obtenu un seul, puis c'était pas le Québec qui exagérait parce que toutes les autres provinces canadiennes avaient la même demande per capita. Quand tu as 1 milliard sur 6, puis qu'il te manque 5 milliards dans un système de santé, ayons simplement la transparence de dire que c'est sûr que ça fait une différence. Là. Bien, énorme. J'aime dire des chiffres comme ça. 5 000 millions de dollars. Je veux dire, ça change une vie. Ouais. Non, mais c'est vrai. Des fois, le monde sont tellement rendus à 1 milliard. Non, c'est 1000 millions de dollars. Fait que moi, quand on me dit SACLIC, j'ai été un des plus gros. Comme j'ai attaqué ce projet-là, ça n'a aucun bon sens. Non. Puis ça ne fonctionne pas encore. Non. Et il y a une partie qu'un gouvernement du Parti québécois peut prendre sur lui, de démontrer, ce ne sera pas parfait, mais on va vous démontrer pas mal plus de rigueur et de compétences. Mais il y a une partie aussi que, collectivement, il faut avoir l'honnêteté de dire, on ne peut pas demander à un gouvernement du Québec d'avoir sur ses épaules la grande majorité des problèmes puis des défis financiers, alors qu'il y a la moitié de ses impôts à peu près
D'où le fait que l'indépendance du Québec est une nécessité, une solution vraiment incontournable si on ne veut pas continuer dans le déclin, parce que le déclin des services et le déclin qu'on perçoit un peu là, en ce moment, c'est aussi le fait que devant un vieillissement de la population, une immigration quand même soudaine et très, très forte, et des enjeux de santé mentale, santé physique indéniables dans la population, si tu n'as pas l'entièreté de tes ressources et de tes impôts, là, il y a des limites aussi à faire des miracles. Donc, il y a tout ça que je dois essayer de vulgariser quand j'en ai la chance. Et d'ailleurs, la formule podcast est pas mal plus intéressante que la formule entrevue de 5 minutes où tu te fais couper la parole 4 fois. Là. Je pense qu'on est d'accord. Parce qu'à la fin, tu es rendu, tu fais une phrase de 2 secondes pour essayer de passer une idée, mais il n'y a plus de nuances, il n'y a plus de... Donc, mais je ne m'en cache pas. Il y a comme deux défis devant nous, puis j'espère que les deux sont faisables. On va vulgariser, justement. Fait que si je vous entends bien, puis là, corrigez l'image si je me trompe, la promesse d'un référendum puis d'un Québec souverain, c'est-tu construire un peu un avion en volant? Parce que là, vous me dites, on ne pourra pas tout arranger avec la moitié de l'argent. Fait que là, est-ce que la promesse d'un référendum gagnant, c'est justement là, de dire, bon, là, tout le monde ensemble, on sait que ça ne sera pas facile, allons-y, allons-y, on s'en va construire l'avion en volant? Moi, en passant, moi, je le fais en entrepreneuriat. C'est justement ça que j'allais répondre. Est-ce qu'on est capable de le faire avec... J'allais répondre, j'allais sortir de l'avion en volant, j'allais dire, mais prends n'importe quel dirigeant d'entreprise. Ah oui. Tu as tes rapports trimestriels, tu as des indicateurs de performance, tes parts de marché, puis d'un coup, tu réalises que ton entreprise, elle s'en va pas dans la bonne direction, puis que le déclin, il est constant, et donc tu t'en vas à moyen long terme. Mais ça ne fonctionne pas toujours. Je pose la question. Évidemment. Sauf que ce qui est sûr qui ne fonctionnera pas, si tu es en déclin à tous les niveaux, c'est de faire comme Kodak, qui s'est accroché à son Polaroid, puis dire le numérique n'existe pas. Ça, c'est sûr que tu vas frapper le mur. Donc, dans un esprit d'entrepreneuriat et de logique aussi, si quelque chose ne fonctionne pas, il faut poursuivre la solution qui est l'indépendance du Québec, en étant conscient que dans n'importe quel plan d'affaires ou dans n'importe quel projet qu'on se donne dans la vie personnelle, il y a des impondérables, il y a des variables avec lesquelles on va pouvoir jongler, mais l'objectif demeure là, puis on va l'atteindre. Et dans quel cas, on se donne une chance de s'améliorer, on se donne une chance de trouver des solutions, mais des fois, je trouve que dans le discours québécois, puis c'est peut-être le fruit de siècles d'histoire où quand même on était dans un régime colonial britannique, mais je trouve que des fois, la discussion, c'est vraiment de se dire, si on ne fait rien, ben, il n'y a rien qui change. Non. Ou que ça va aller mieux. Ou ça va aller mieux parce qu'on ne fait rien. Mais ne rien faire, ne pas bouger, amène le plus souvent le déclin supplémentaire du déclin que tu connais déjà. Les problèmes ne s'en vont pas parce que tu ne fais rien. Et ça, c'est très important dans mon esprit d'incarner l'entrepreneuriat, le cause à effet, l'énergie. Je te dirais même que c'est une question d'espoir. C'est une question plus fondamentale sur le sens de notre court passage dans ce bas monde. Pendant que tu es vivant, ça donne quoi d'incarner le pessimisme et de l'accepter alors que tu peux choisir l'espoir? Quel impact, quel sens de la vie, mais quel impact aussi sur le quotidien si on choisit le pessimisme et la résignation? Moi, je ne sais pas combien d'années on va me donner sur Terre, mais ces années-là, je ne choisirai jamais le pessimisme et la résignation. Je vais toujours être du côté de l'espoir et de la solution possible. Puis ensuite, est-ce que je suis capable de mettre un pourcentage de probabilité sur le triomphe de la solution, sur la résignation? Non. Mais je fais le choix de l'espoir et de la solution tout le temps. Puis je me souhaite de mourir comme ça. Bon, bien, tout l'honneur est pour vous. Ça, il faut que je vous le donne. Là, moi, j'avais plein de questions. Mais là, finalement, je sens qu'on va parler de la souveraineté du Québec de A à Z. Et j'adore cette discussion-là. Est-ce que ça va être une bataille du oui contre le non? Tantôt, j'étais avec M. Milliard et là, il me parlait de lutte à deux. Il m'a parlé, bon, la troisième voie, ça ne sert plus à rien, mais on voit que ça n'a pas fonctionné. On a la montée du Parti conservateur du Québec. Par contre, il y a plein de souverainistes dans les conservateurs du Québec. Même affaire chez QS. C'est-tu une lutte, le oui contre le non? Parce que, là, quoi... 3 mois, vous aviez une vingtaine de points d'avance. Et là, plus on parle du référendum, plus l'élection s'en vient, plus c'est oui contre non. Fait que
C'est-tu que la meilleure réponse gagne? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vous reproche de là, le référendum, ça va tellement mal, l'économie mondiale, la géopolitique, c'est pas Mais le ça, temps. ouais, mais ça, c'est toute la stratégie Oui, oui. de M. Milliard et du groupe qui le soutient. Là. M. Milliard, il arrive en politique, là, mais il n'arrive pas tout seul. Là. Il y a l'appareil. Oui. Ça, il faut qu'on le donne. Merci de le dire. Oui, Et il y a dans quel l'appareil. cas, soyez Oui, oui. conscients que leur stratégie, c'est... puis le parallèle avec l'Alberta est très intéressant parce qu'eux, ils vont aux urnes. Là. Ils vont en C'était faire ma des prochaine question. Ben Ils ouais, mais vont-tu partir du Canada avant nous autres? Mais prenons juste le fait qu'eux considèrent que d'aller aux urnes, c'est pas un enjeu de sécurité nationale puis c'est pas une raison d'en faire une psychose. Par contre, eux sont vraiment riches, contrairement à nous autres, parce qu'eux, ils exploitent leurs ressources. On va en parler tantôt, si on a le temps, parce que là, on va parler de tout. Mais sur la stricte question de est-ce que c'est vraiment un danger d'aller aux urnes dans le contexte mondial, la réponse, c'est ben non, c'est pas un danger. Mais évidemment que la stratégie de ceux qui ne veulent pas voir le Parti québécois au pouvoir, et c'est rien de neuf, j'écoutais Bernard Landry à hauteur d'homme, j'écoutais des extraits de Jacques Parizeau, René Lévesque. Les discours des chefs des partis québécois, dans des époques complètement différentes, sont les mêmes sur la réalité que créer un nouvel État pendant qu'un régime ne veut pas que ça se fasse, c'est pas simple. Donc, évidemment que ce qu'on va voir, c'est cette dichotomie où il y a des partis qui vont jouer presque uniquement sur la peur d'aller aux urnes, la peur de réfléchir à notre avenir. Et ils jouent aussi toujours sur le fait que c'est comme si c'était demain matin. Là. Donc, il se passe quelque chose en Iran, puis là, c'est comme si on présentait la discussion comme si on allait aux urnes demain matin sur l'avenir du Québec, alors que moi, je propose une fenêtre de 4 ans. Je rassure les gens en disant on ne fera jamais quelque chose qui mettra en danger la sécurité des Québécoises et des Québécois. On a une tête sur les épaules. Mais au final, oui, les libéraux vont tenter de dire qu'il y a une seule question puis que c'est la peur du référendum. D'ailleurs, ils ne parlent jamais d'indépendance du Québec. S'ils t'en parlent, ils vont avoir des mots beaucoup plus doux que sur le référendum, où est-ce que là, on crée autour de ce mot-là, ce qui est pas loin d'une psychose de mon point de vue. Là. Mais au final, je pense que la campagne va porter sur plusieurs sujets beaucoup plus concrets et elle va porter également sur la qualité des gens parce que un des effets étranges et merveilleux de porter un projet de société puis de porter une ambition un peu contre vents et marées des fois, c'est que les gens que tu attires, ils sont là pour de très bonnes raisons. Ils croient, mais ça attire du talent, ça attire de la confiance, ça attire de la droiture. J'ai toujours pensé que si tu mens sur l'essentiel à ta population, il ne faut quand même pas se surprendre ensuite que les mêmes individus vont mentir sur toutes sortes de choses ou traficoter sur toutes sortes de choses. Notre droit à décider par nous-mêmes au Québec, la justice qui découlera du fait qu'enfin on existe, comme tous les peuples dans le monde, on aura notre pays, le cheminement depuis les patriotes d'un peuple quand même courageux parce que tu es pris dans un régime qui t'est relativement hostile à même tes propres impôts. La volonté de couper dans la bureaucratie, puis peut-être réussir à baisser les impôts et augmenter un peu les services, tout ça, c'est inspirant pour des gens qui autrement n'auraient pas fait de politique. Donc, je pense, ma prédiction, c'est que tu vas avoir une dichotomie oui-non, puis toute une joute de peur du référendum, mais les Québécois vont regarder l'ensemble, ils vont regarder la qualité des gens, la qualité des propositions sur un paquet de sujets qui sont urgents, parce que la volonté de remplacer la CAQ va, à mon avis, ne pas faire de doute. Puis ils vont regarder la validité de l'indépendance du Québec comme solution. Puis ils vont se dire, ben ça, je vais voter sur l'ensemble de ça, puis j'aurai un autre moment pour me pencher sur est-ce que c'est le bon moment pour faire un pays dans un contexte qu'on ne connaît pas dans plusieurs années, probablement. Et je ne peux pas réduire une campagne électorale à seulement une campagne de peur versus une campagne de promotion d'un projet. C'est là. Moi, je ne m'en défile pas. Je n'ai jamais reculé là-dessus. Je ne me suis jamais défilé des questions. Mais ce serait très réducteur de ce qui nous attend, c'est-à-dire une volonté de changement profond dans l'approche gouvernementale, la gestion des fonds publics, le recul du français, l'approche dans tellement de domaines. Donc, tu ne peux pas réduire une campagne à un seul wedge, bien que ce soit celui, j'en doute pas, que le Parti libéral va vouloir installer.
je veux qu'on parle aussi de ça. Fait que là, demain matin, on extrapole, mais demain matin, le oui gagne. Je veux que vous expliquiez, parce que moi, je ne suis pas un détracteur, j'aime beaucoup ce que vous faites. Je partage souvent des trucs, je commente, j'aime ce que vous faites. Par contre, j'aimerais, puis qu'on en parle aussi aujourd'hui, si le oui gagne demain matin, est-ce qu'on peut parler des 5 années après? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de Québécois, Québécoises qui pensent que, justement, là, la fameuse question référendaire, oui ou non, les gens, énormément de gens pensent que demain matin, on va être un pays si le oui l'emporte. Ouais. Fait que je vous laisse expliquer un peu ce qui va se passer parce que c'est tellement important. Oublions combien ça va coûter, peu importe, ça coûte de l'argent, on souhaite le fédéral de toute façon, fait que ça ne va rien changer. Ceux qui disent que ça va tellement coûter cher, oui, ça va coûter cher, tout coûte cher. Par contre, qu'est-ce qui se passe le lendemain? Parce que, tu sais, à l'époque, les 2 référendums qu'on a eus, bon, il y avait un plan tout de suite après. Je l'ai lu, votre plan économique. Je ne l'ai pas haï du tout. Je l'ai dit publiquement. Est-ce qu'il est réaliste le lendemain matin? Non. Mais un 0,5 ans, il se passe quoi? Parce qu'on ne devient pas un pays souverain. Parfait. Je peux te le vulgariser, mais là, est l'assurance, parce qu'on a déjà commencé à publier le livre bleu. Là, Oui, on va en mais parler est après. l'assurance qu'il n'y a pas un Québécois ou une Québécoise qui va aller voter au référendum sans avoir le plan détaillé du 0,5 ans, puis de comment on l'aborde, dans quelle étape, etc. Là, je veux dire, comprenons, le Parti québécois avait bel et bien seulement 3 députés au terme de la dernière élection générale. Ils ne voulaient même pas nous reconnaître comme parti au niveau des ressources, de sorte que notre équipe gouvernementale de recherche et d'attachés politiques, elle est une fraction, là, un dixième, un vingtième des autres partis. Donc, il y a des choses J'aimerais quand même dire ici, puis moi, je suis un grand fervent admirateur de la politique, un grand parti comme le Parti québécois, quand vous avez été 3 élus, ils ont sorti les archives de l'Assemblée nationale. C'est rendu un genre de place bizarre là, pour un grand parti comme le vôtre. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bizarre que ça ne soit pas reconnu comme un vrai parti, dans le sens pas un vrai parti, vous en êtes un, mais j'ai trouvé ça tellement bizarre qu'un grand parti comme le Parti québécois... je ne sais pas pourquoi cette décision-là a été prise. Je ne connais pas le fond de cette histoire-là, mais je suis obligé de te dire que quand j'ai débuté comme chef du PQ, il y avait... j'essaie de trouver les bons mots parce que tout ce que je dis maintenant... Oh, c'est pire que ça. En dessous de ça? Mais tu sais, je suis obligé des fois de réfléchir plus maintenant parce que des fois, ça part des cycles médiatiques de 5 jours quand je m'exprime. Là. Mais tu sais, combien d'entrevues dans la première année quand je suis devenu chef où je passais le 3/4 d'entrevue à expliquer que peut-être le PQ ne mourrait pas, mais il y avait une forme de mépris dans la façon de recevoir le Parti québécois et son héritage, comme si c'était un passé lugubre dont on voulait se débarrasser. Mais moi, j'ai ramé dans Garnotte, tu n'as aucune idée comment la réception était plus que froide. Je pense que les gens étaient peinés de voir ça, mais ça les choquait en même temps. Fait que ça leur amenait une approche encore plus sévère envers le Parti québécois. Mais ça amenait toutes sortes de réactions vis-à-vis un héritage qui est super riche. Là, énorme. Pour ou contre, là, René Lévesque, Jacques Parizeau, Pauline Marois, Lucien Bouchard, voyons donc. Là, Puis tout le monde semblait prête à laisser tomber la serviette avec un certain je ne sais quoi de très sombre. Et moi, je m'accrochais dans ces années-là, des fois à 12 9 dans les sondages, je m'accrochais au fait que ça se peut pas que ça finisse de même. Tu sais, que la vie d'un parti, mais la vie d'un peuple, parce que c'est la revendication du peuple québécois d'exister comme un peuple normal chez lui, maître chez nous, là, c'est ça que c'est. Je me disais, ça se peut pas que ça finisse comme ça. Et je m'accrochais. Et plusieurs personnes dans la campagne électorale donc de 2022 anticipaient notre disparition. Puis moi, il a fallu que je fasse campagne dans ce contexte-là. Et donc, quand on survit à 3 le lendemain, il faut juste comprendre que le document 0 à 5 ans de qu'est-ce qui va arriver dans les 5 premières années suivant l'indépendance, on est en train de le bâtir avec le livre bleu. Mais on a dû se débrouiller aussi avec les ressources limitées. Mais ayez l'assurance qu'il n'y a personne qui va aller voter sans les détails, mais je vais te le vulgariser quand même juste pour ne pas contourner la question. Oui, c'est ça, on revient à la question. En gros, ce qui arrive, c'est que le fait de voter oui ne déclenche pas l'indépendance d'un pays. Il donne les bases juridiques de légitimité d'une déclaration d'indépendance. Parce que le fédéral doit approuver le résultat, surtout depuis la dernière... Non, il voudrait nous imposer ses conditions d'approbation. Ça, c'est plus tricky. En droit international, les peuples ont droit à s'autodéterminer.
Et la règle du 50 plus 1, non seulement elle existe partout, on l'a vu en Écosse, mais le Canada l'a lui-même reconnu à plusieurs reprises dans nos propres référendums, mais ailleurs. Ce que le droit international dit essentiellement, c'est que la reconnaissance des autres États joue pour beaucoup. Donc, une fois que le peuple te dit oui, on devrait devenir un pays, s'enclenche des négociations, puis s'enclenche une tournée pour avoir la reconnaissance des États les plus influents dans cette expression d'un peuple qui dit, nous, on l'a essayé, là, puis on a fait le tour, puis on en vient à la conclusion qu'on serait mieux de devenir un pays. Et c'est quand même encadré. Donc là, évidemment, on va vous dire instabilité, puis... Mais tu as des conventions, là, la Convention de Vienne, qui dit, bon, ben, si vous êtes pour créer 2 pays, prends la Slovaquie puis la République tchèque, il va falloir répartir les actifs sur le territoire, puis répartir la dette, puis s'assurer donc que sur le plan comptable, tout ça tient. Et c'est pour ça qu'on a fait un budget de l'an 1, puis je pense que pas grand monde parmi ceux qui nous écoutent se sont tapés les 100 quelques pages. Moi, je les ai tapés. Ah, ben, wow! Certainement. Je l'apprécie parce que là-dedans, tu as un chapitre qui est l'application de la Convention de Vienne, qui se pose la question, mais suivant les règles en vigueur, comment tu partages les actifs, puis comment tu partages la dette, puis ça donne quel chiffre. Et dans quel cas, ça prend quelques années parce que tu as des tables de négociation. Par contre, je suis obligé de te dire que j'anticipe ta question sur l'Alberta parce qu'elle est passionnante. C'était la prochaine. Qu'est-ce qui arrive si... Je veux juste finir là-dessus sur les 100 quelques pages. Sincèrement, là, magnifique. Pas un mot à dire là-dessus. Par contre, est-ce que c'est réaliste? Laissez-moi douter. Bon, premièrement, c'est réaliste à combien de pourcentage? J'en ai aucune idée. L'équipe économique du PQ, j'ai vraiment hâte de l'avoir parce que ça, c'est souvent un truc aussi qu'on critique beaucoup. En fait, on critique parce qu'il n'y en a pas vraiment en ce moment. Là, j'ai perdu le nom là, de la personne là, qui a fait le plan avec vous. Là. Bon, on a 6 économistes qui ont signé le plan en disant on a tout revu et c'est conforme. Sur l'équipe économique, on a quand même fait une première annonce. Le chef de tout le secteur droit des affaires, fusion et acquisition de l'Avri se joint à nous. C'est une première de plusieurs annonces. Fait que, je comprends ça, cette question-là, c'est à moi de le démontrer, mais ça s'en vient. Mais sur le budget de l'an 1, n'oublie pas que le calcul est fondé sur la reconduction de chaque dépense du fédéral en date d'aujourd'hui. Puis on sait que ça n'a pas vraiment de bon sens en termes de gaspillage. Parce que, non, mais ça, on a un contrôle pour aller s'ostiner avec eux autres, tout ça. Mais toutes les grandes entreprises, tous ceux qui vont avoir... Moi, dans mon cercle entrepreneurial, c'est ça qui fait peur. C'est les entreprises, l'instabilité. Je pense pas pour le monde qui habite ici, dans le sens que, tu sais, je veux dire, on va continuer à mettre du gaz, puis c'est ça qui va arriver, puis on va manger. Par contre, les grandes entreprises... Tu es la bonne personne avec qui en discuter. Donc, toi, tu es chef d'entreprise. Oui. Puis tu regardes ce changement politique-là arriver. Tu es dans un marché qui, pour l'instant, tu es là parce que c'est rentable. Qu'est-ce que tu veux entendre le lendemain? Tu veux entendre stabilité, laissez-moi continuer mes opérations. Elles sont rentables, sinon tu ne serais pas là. Dans quel cas, le rôle d'un gouvernement dans ce genre de transition-là, c'est simplement de dire aux entreprises, business as usual, qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter votre vie? Et si tu regardes la Slovaquie après son indépendance, son PIB per capita a accéléré, a augmenté un peu plus que la moyenne pendant une courte période. Ça peut pas être pire en ce moment de toute façon. C'est ça, mais à l'époque, il y avait eu un petit boost. Il y avait un petit boost, puis tu as raison qu'avec le Canada, de toute façon, en ce moment, surpasser le Canada, non, c'est... Bon. Mais c'est certain qu'un gouvernement du Parti québécois va se dire, OK, comment je peux faire, non seulement pour dire aux entreprises qui sont là parce que c'est rentable, moi, je maintiens toutes les conditions pour que vous n'ayez pas à déménager. Vous n'avez pas intérêt, je n'ai pas intérêt. Mais comment je vais faire pour accélérer puis donner un kick à cette affaire-là? Il y a un élément qui joue pour nous, c'est que tes représentations internationales, si tu joues bien la saveur du mois, parce que quand tu nais comme pays, tu es la saveur du mois pour une certaine période de temps, si tu le joues bien, puis si tu joues bien les ambassades, donc plus d'une centaine d'ambassades vont choisir de s'établir à Québec, c'est quand même de l'activité économique, ça peut venir avec des missions commerciales. Si tu le joues bien puis tu es préparé, il y a là un potentiel d'accélération économique. Puis sur le reste, c'est vraiment de dire, écoutez, nous autres, là, on a zéro intérêt à interrompre ou nuire à vos activités. Comment est-ce qu'on peut faciliter votre vie puis faire en sorte que l'environnement d'affaires au Québec se compare avantageusement à d'autres choses? Fait que là, tu as les pleins pouvoirs, tu as tous les leviers. Des congés de taxes, comment ça fonctionne? Je peux pas... on travaille là-dessus. Puis là, évidemment, si je brûle mes punchs 3-4 ans à l'avance,
compter sur mes adversaires pour... mais évidemment Non, mais que... vos punchs que vous parlez, c'est pas avant. Parce que on le voit, là, ça s'en va, puis que vous me disiez oui ou non, ça s'en va vers un choc. On le voit. Les libéraux montés comme ça, vous êtes stable en haut d'une trentaine de pourcents, ça va être le choc du oui et du non. Fait que si vous attendez trop longtemps, vous n'avez pas peur justement de. Moi, je suis un entrepreneur. Moi, je veux le savoir avant d'aller aux urnes. J'ai-tu le goût de voter oui? Parce que mon fournisseur qui est là, il va peut-être être surtaxé parce que là, c'est. Mais non, mais on ne fera pas ça. Non, mais je le demande parce que nous, ça nous stresse, les PME. OK. Mais c'est là qu'il faut séparer l'élection générale, puis tu vas me trouver bien cohérent avec ma réponse de tantôt. Tu as une élection générale, puis quand tu vas voir l'équipe économique puis la qualité intellectuelle des gens dans d'autres domaines, là, je pense que tu vas en conclure que les chances qu'on arrive avec un plan intelligent, rendu à la deuxième étape où est-ce que tu vas devoir te poser la question, c'est-tu un oui ou c'est un non pour un pays? Mhm. Moi, je veux-tu de mon vivant voir le Québec devenir un pays ou on ferme le dossier pour toujours? Moi, je pense qu'il y a énormément de monde qui veulent. C'est juste qu'ils Mais ont dans quel peur. cas est la certitude, avec la qualité des gens que je vais apporter, que je vais amener, que tu vas avoir tout dans le détail puis que ça va être ultra clair au moment que tu vas voter oui ou non? Mais comme je te dis, je ne peux pas non plus, dans ce qui malheureusement pour les 2 premiers référendums, moi j'ai vécu 95, c'est mon premier vote à 18 ans, ce sont des campagnes de peur. Si tu regardes l'Écosse, même chose. Je là. peux pas dire le contraire. Non, mais dans quel cas, c'est une campagne de peur. je ne peux pas tout divulguer à l'avance. Je dois mener une campagne où est-ce que je suis honnête et 100% transparent sur ma volonté que le Québec devienne enfin un pays. Je vais mettre de l'avant des gens de très grande qualité. Je vais mettre de l'avant toutes les propositions qui, à court terme, répondent aux attentes urgentes de la population après un cycle caquisme qui en laisse beaucoup derrière, là, qui laisse beaucoup de traînées de choses. Et je vais leur dire sur le reste, il y a un bel espace là, de plusieurs années et ayez ma parole que tous les aspects vont avoir été détaillés pour que votre consentement soit parfaitement éclairé. Mais je ne peux pas non plus mener une campagne référendaire à la place d'une élection générale alors qu'il y a 118 problèmes urgents à régler au Québec pour lesquels les Québécois aussi ont des questions. Là. Les gens en campagne vont me demander « Tu fais quoi sur ça? Santé, éducation, itinérance est en train d'exploser, santé mentale des jeunes, on fait quoi? » Tout ça, là, moi, j'ai besoin d'une campagne électorale pour dire « J'ai fait mes devoirs, je suis sérieux, puis on va être bon. » De la même manière, en passant, que les gouvernements Lévesque, Parizeau étaient très bons dans ce qu'ils faisaient au quotidien. Là. Il n'y avait pas juste leur projet. Mais c'est... Bon, encore une fois, moi, je vais refaire l'image de construire l'avion en volant, ce que j'ai fait plusieurs fois, comme je vous ai dit. Mais moi, je parle à plein de monde. Le vote pour le oui et le non est à peu près à 30% en ce moment. Mais moi, ce que je ressens quand je parle aux gens, c'est beaucoup plus que ça. C'est que les gens n'ont pas de réponse. Pourquoi vous n'y allez pas, excusez l'expression anglophone, anglaise, pourquoi vous n'y allez pas all-in pour le mois d'octobre? Parce que si vous ne passez pas, de toute façon, si vous êtes minoritaire, il n'y aura pas de référendum. Si vous perdez, il n'y aura justement pas de référendum. Pourquoi vous dites que... J'avais tellement de points, mais M. Plamondon, c'est tellement un sujet qui vient me chercher parce que je suis tellement fier d'être un Québécois. Je critique je critique tellement de choses au fédéral. J'ai été un libéral malgré moi et je le regrette tellement au fédéral. Non, mais c'est comme ça, on change d'idée dans la vie. Moi, j'aimerais ça en tant que chef d'entreprise qui engage énormément de personnes de la classe moyenne. Ces gens-là, là, ils veulent savoir. Ils veulent savoir, il va se passer quoi. Pourquoi vous n'y allez pas en ligne? Sortez-les votre temps, je l'ai lu. Moi, je le trouve magnifique. C'est-à-dire, on a sorti des livres bleus, des chapitres de livres bleus sauf sur un paquet la de monnaie sujets. québécoise, mais ça, on en parlera après. Mais pourquoi vous n'y allez pas en ligne? On y va pas mal en ligne pour les moyens qu'on a, c'est-à-dire avec l'équipe de quelques députés puis les moyens qu'on a. On a sorti plusieurs chapitres de ce que sera un Québec indépendant sur plein de sujets, là, les relations internationales, la citoyenneté, ça veut dire quoi? As-tu ton passeport? Mais tout ça, je pense que c'est du acquis pour les gens ici au Québec. J'y prends par bouchée, mais tu peux dire... À la question, as-tu déjà publié tous les aspects et toutes les questions sur l'indépendance? Ma réponse, c'est pas que je suis pas all-in, mais je suis en cours de route. Il faut que tu me donnes aussi l'espace pour publier d'autres chapitres qui s'en viennent, puis en rajouter, puis en rajouter. Puis une fois, si on a le mandat de gouverner, on va avoir plus de moyens pour établir carrément le plan question 0-5 ans, mais tous les aspects économiques qui vont être traités. On en traite déjà plusieurs, à mon avis. C'est pas rien, là,
Cherche, en passant, juste, Non, je vais tomber dans quelque chose de partisan, en parenthèse, là. Ah Mais- ouais, on a Mais cherche de la part de la CAQ. Non, mais cherche de la part de la CAQ, du Parti libéral ou des conservateurs ou peu importe. Cherche un parti qui publie des centaines de pages par sujet avec 190 notes de bas de page comme on Ils n'ont fait. pas besoin de faire ça parce qu'on sait très bien c'est quoi leur plan. Kakis, c'est un mélange de tout le monde supposé de centre-droit. Les libéraux, c'est on reste dans le pays puis on est fédéralistes. Vous, on le sait que c'est pas... Quand on vote pour le PQ, on le sait dans notre arrière-pensée qu'il va y avoir une question référendaire. C'est pas vrai que 100% des gens en ce moment qui votent pour le PQ veulent un référendum. Ils sont tannés de la CAQ. En fait, ils sont tannés de l'appareil gouvernemental. Ouais. Mais moi, j'aimerais ça le savoir. Puis je pense qu'il y a tellement... Moi, je parle à tous mes amis. Je vais prendre 10 de mes amis à qui je parle. Ouais. Mais regarde, 80 ils sont s'il y a moyen séparatistes. avec les plateformes que tu as, Oui. on va mettre en commentaire chacun des chapitres du livre bleu qui Parfait. explique et le budget de l'an 1 et notre plan d'immigration qui répondent à peu près 40 de la job. J'ai un 60 où est-ce que tu as raison? Mais donne-moi du temps et de l'espace. mais du parce temps, que on là, n'en a pas. oui, mais Puis l'autre chose, le livre bleu, là, vous avez parlé des bébelles. C'est une bébelle? Dans le sens que le livre bleu, est-ce que c'est détourner l'attention? ce sont des chapitres où je réponds à toutes les questions possibles et inimaginables de l'impact de l'indépendance sur ce domaine-là. Fait que j'ai fait un par un. Et dans quel cas, les réponses que tu cherches, elles viennent, elles sont en train, puis elles sont à 40 à peu près sur le 100 et tu vas toutes les avoir en temps utile. Donc, je fais juste dire que nous, on publie, nous, on recherche, on arrive avec des trucs volumineux et c'est un peu paradoxal que les gens, ou en tout cas, j'entends dans ton discours que c'est comme si on n'avait pas pris position sur ces choses-là, alors que les autres partis surfent avec on est rassembleurs, il faut avoir peur Non, de mais référendum. Ils publient rien, Mais ils n'ont pas de plan en Le rien. PQ n'est pas un... Nous, on détaille, on publie. J'essaie d'en faire le plus possible, mais je vais avoir besoin aussi d'un peu d'espace. M. Plamondon, le de PQ ressources, là. n'est pas un parti comme les autres. C'est un parti qui veut la souveraineté du Québec, qu'on devienne Exact. un pays qui a tellement de monde qui aimerait que ça arrive. Par contre, on est dans le néant. Moi, j'ai 40 ans. J'ai vécu 95, j'étais beaucoup trop jeune, mais je me rappelle, là, début des années 90, fin des années 90, début des années 2000, Bélanger Campo. ça recommençait. Puis là, je me suis inscrit là-dessus. Je trouvais ça tellement intéressant. La campagne de peur. Il y a eu une campagne de peur des fédéraux, Ouais. on le sait. Par contre, là, je suis rendu dans la fleur de l'âge. Je ne sais pas c'est quel âge, mais pour moi, non, mais je veux savoir parce que je vois partout, je vois l'instabilité mondiale arriver. Ouais. Tu sais, j'entendais, tantôt, on parlait du livre D'où bleu. l'importance, en passant, de voir notre propre stratégie puis de veiller à nos intérêts. Là. Non, mais 100 Mais par contre, le fait qu'on est dans le néant sur tellement d'affaires tellement importantes, l'autre chose aussi, vous rentrez minoritaire, qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est une autre question. Laisse-moi juste la prendre en suspens. Je vais y aller. Mais on n'est pas dans le néant. Je vais publier tout ce qu'on a sorti sur plein de sujets. Il y a de la job qui est à compléter. Mais je vais te dire quelque chose de fondamental, là, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans une espèce de cycle où les fondamentaux, on passe à côté. Là. Si le Québec devient un pays dans le prochain 4 ans, suite aux élections, il deviendra le pays le plus riche au moment de sa naissance de toute l'histoire. Mais il ne deviendra pas Et un dans pays quel cas- et dans dans 4 ans. Oui, mais dans quel cas il va devenir un pays au terme d'une négociation? On n'a pas eu le temps de parler de l'Alberta. Ça aussi, c'est un autre sujet parce que la dynamique de tes 0,5 ans va être fortement influencée par le fait que les autres provinces vont peut-être être très, très intéressées à parler directement au Québec pour dire « Hey, il y a un coup parti, pourquoi on ne s'entend pas entre nous autres? » Si on est tous d'accord qu'il y a un gouvernement fédéral qui abuse, qui prend nos impôts puis qui fait n'importe quoi, pourquoi on ne se parle pas directement et on ne s'entend pas? Puis ça, les probabilités sont de plus en plus fortes. Mais je reviens aux fondamentaux. M'a tout publié ce que je peux publier de réponse avant que tu aies à te prononcer entre oui et non. Je te le jure. Mais prenons un pas de recul. Là. Le Québec va être le pays le plus riche à sa naissance, mais le Québec a des institutions, une stabilité puis une vigueur économique, puis du capital humain qui se compare avantageusement à la grande, grande majorité de tous ceux qui ont déjà un pays. Donc, il faut arrêter non plus de se dire que si on ne regarde pas dans chaque virgule, chaque aspect, puis on n'a pas une réponse à 100 alors qu'on ne demande jamais une réponse 100 sur quel sera l'état de l'économie dans 2 ans, personne ne le sait.
Mais quand tu regardes les fondamentaux, tu prends un pas de recul puis tu te dis, est-ce que le Québec est capable de flotter puis d'être viable comme pays? Même les libéraux ont voté pour une motion de l'Assemblée nationale qui dit on est viable financièrement. Donc, il ne faut pas non plus exagérer. Moi, je vais donner toute l'information possible, mais les fondamentaux vont demeurer, puis tu n'as pas besoin de lire 600 pages de documents pour arriver à la conclusion qu'une fois qu'on est un pays, nos fondamentaux économiques, institutionnels et de capital humain font en sorte qu'on va être un des pays les plus riches de l'OCDE, mais avec comme petit boost le fait que désormais on existe, on décide par nous-mêmes, puis on fait notre promotion à l'international. Pour être riche, je suis même pas inquiet. Je dis souvent, le Québec, on choisit d'être pauvre, on choisit de ne pas développer nos trucs, on choisit plein d'affaires. Ouais. Puis je vais dire quelque chose que j'ai jamais dit à la caméra. Demain matin, on arrive là, le 5 octobre. Et en fait, vous me demanderiez, allez-vous voter oui ou non? Je vais dire oui. Parce que je ne sais pas pourquoi je vote. C'est ça l'affaire. Fait que moi, mes amis qui vont aller voter le 5 octobre, là, qui me disent, écoute, je suis tellement dans le néant avec ce qu'ils proposent en ce moment. Je comprends, on veut devenir un pays. Oui, parfait, moi aussi, j'aimerais ça. Mais après ça, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, moi aussi, ma réponse est oui. Je ne veux pas dire oui ou non. Je l'ai souvent dit où est-ce que je me positionnais là-dessus. Je trouve que c'est un mauvais moment parce qu'on n'a pas les réponses. J'ai lu. Le livre bleu, ça commence à sortir. Mais tu sais, dire une banque centrale québécoise, dire une armée, comme il y a tellement d'autres façons. On a un chapitre sur l'armée qui s'en vient. Non, mais on va détailler ce qu'on peut faire avec. On est en je ne veux pas dire ça, mais en guerre mondiale, là, de recherche vers ressources. Notre pays au sud est complètement fou. Ouais. Il se passe quoi avec ça? Parce que je le répète encore, pour ceux qui nous nous regardent. Question, je vais te répondre avec plaisir. Non, mais... Il se passe quoi avec ça? Il se passe quoi avec l'armée canadienne par rapport à Trump en ce moment? Ah, il se passe rien, ça fait longtemps. Non, mais il y avait un article sur le taux d'obésité dans l'armée canadienne. Non, mais ça fait longtemps que Non, mais toi puis moi, là, je veux dire, sur l'armée, je n'ai pas encore publié le chapitre, mais ça va de soi, c'est qu'il y a 20 de l'armée canadienne qui est financée par le Québec. Si tu as ta propre armée au Québec, tu as à peu près le budget de l'armée du Danemark. Puis tu as vu le Danemark dealer avec Trump, là? Il fallait qu'ils défendent le Groenland. Puis ils ont usé de leur propre diplomatie, de leurs alliances avec d'autres pays. Oui, on est d'accord. Puis il y avait leurs troupes. Puis c'est pas des troupes qui sont comparables à celles des États-Unis. Mais je réitère que l'armée canadienne n'est pas un rempart contre l'armée américaine. Premièrement, l'armée américaine ne nous envahira pas. Ça semble absolument très, très improbable. Mais même si c'était le cas, l'armée canadienne n'est pas du tout en position de se battre avec l'armée américaine. Donc, ce serait le pire des scénarios. Ça n'arrivera pas pour cette raison-là. Et dans quel cas, on va se bâtir notre armée avec un budget équivalent à celui du Danemark, avec nos spécialités, puis avec notre savoir-faire, parce que des Québécois dans l'armée canadienne, il y en a. Puis je peux même te dire, il y a peut-être une candidature du Parti québécois aux prochaines élections qui va incarner le savoir-faire en matière militaire. Peut-être. J'ai hâte de voir ça. En fait, moi, j'ai hâte de voir toutes les candidatures parce que je sais que vous êtes inondés de demandes. Je tiens à souligner, par contre, moi, j'ai des amis militaires. Ouais. Le truc qu'on m'a dit le plus souvent, c'est qu'on nous a délaissés pendant tellement d'années qu'on est comme, bon, mais sans armes, il faut tout renouveler, il faut qu'on mette... Fait que moi, c'est juste ça. En fait, je pense que les gens qui veulent le oui ou le non, peu importe, veulent juste savoir les idées claires. Oui, mais je vais tout te donner ça, mais ça va être quand même... Mais je contredis ton idée principale. Ça va être quand même un vote contre le oui ou le non, le 5 octobre. Je comprends, mais pas que. Mais je veux juste contredire une idée principale, puis peut-être que je ne te convaincrai pas, mais t'encourages le oui le 5 octobre. Ce n'est pas un référendum, c'est une élection générale. Mais encourager le oui, c'est pour des raisons que tu connais déjà. À savoir qu'il y a un État de trop qui gaspille puis nous impose des décisions absolument loufoques. On n'a pas d'avenir linguistique ni culturel, puis on a des problèmes financiers parce qu'on est demeuré dans le Canada. Et donc, la seule issue qui nous donne un avenir durable, viable dans notre différence, c'est l'indépendance du Québec. Il me semble que le gros morceau, il est là pour encourager un parti indépendantiste. Je comprends, mais M. Plamondon, il n'y a pas juste... Si ensuite, tu arrives à l'indépendance, c'est-à-dire le vrai choix entre le oui et le non, au référendum, puis je n'ai pas répondu à l'ensemble de tes questions, là, on est dû pour un talk parce qu'en effet, tu vas dire, ben là, moi, Paul, j'allais dire oui, mais là, tu ne m'as pas donné de réponse sur ton plan pour maintenir et même attirer des entreprises au Québec. Mais je te jure que ça, tu vas l'avoir entre les mains. Challenge. Moi, je pense que ça va être... Il est où, d'abord? Non, mais le challenge, ça va être de garder les entreprises ici, surtout les grosses entreprises,
pendant le temps qu'on va peut-être devenir un pays après le référendum parce qu'on n'a pas de réponse vraiment de qu'est-ce qui se passe. Puis, en fait, je vous challenge là-dessus, puis je suis tellement content d'avoir cette discussion-là avec vous parce que je l'ai souvent avec mes amis, parce que j'ai des amis dans tous les partis. Ouais. J'ai des amis en ce moment qui vont voter libéral parce que c'est des péquistes, mais ils sont comme, on n'a pas de réponse. Quand je vous dis que la guerre, elle s'en va, le oui et le non, c'est quand même grave que les gens vont voter pour un parti qu'ils ne veulent pas parce qu'ils n'ont pas les réponses. Mais ce serait une grave erreur. Ben, je dis pas Ce le serait une contraire. grave erreur, C'est pour ça que je vous le demande. mais je réitère, je vais publier tout ce qu'on a sorti. Dire qu'on n'a pas les réponses, ça me semble un peu exagéré. Puis des fois aussi, c'est une question d'espace Non, médiatique. le public ils l'ont l'a pas. pas. C'est ça, mais c'est ça, ils l'ont peut-être pas vu passer. Je vais le remettre en valeur. Il y a une partie de la tâche qui est devant nous, mais les fondamentaux sont là. Puis en octobre prochain, on va mettre en place un gouvernement sur un paquet d'autres aspects. Puis la qualité de l'équipe, la qualité des propositions et les fondamentaux, c'est-à-dire, est-ce que sur le fond des choses, je pense qu'ultimement, on doit devenir un pays ou est-ce qu'on peut rester dans le Canada puis ça va bien se passer? Ça me semble les fondamentaux pour encourager une formation indépendantiste ou décourager une formation indépendantiste. Puis ensuite, mais tu es entrepreneur, là. Juste, Ah oui. on flippe les rideaux, OK? On change, OK? Quand tu te vois, là, tu lances une boisson dans un marché où est-ce que tu as déjà de la concurrence, puis tu dis, moi, ma niche, je la vois, là. Ouais. Est-ce qu'au moment de tester ton produit, regarder ton marketing, puis dire, moi, je m'investis là-dedans, là, j'y crois. Est-ce que tu as la réponse exacte sur chacun des distributeurs qui va te donner exactement quelle tablette, quelle sera dans 3 ans, au 3e trimestre, tes ventes, puis tes coûts, quels seront le support en matière de financement, puis la flexibilité que les prêteurs vont te donner pour être certain que si jamais tu as un bout de offre, tu peux... L'entrepreneuriat et le but de se fixer un objectif pour atteindre une solution vient pas avec des questions-réponses figées dans le temps et ultra détaillées. Elle vient d'une évaluation de si les fondamentaux tiennent la route. Et si les fondamentaux tiennent la route, tu le sais que ton produit, tu vas être capable de t'ajuster puis d'aller chercher tous les ajustements ou les précisions qui vont amener une mise en marché d'un bon produit et donc il y aura des consommateurs et donc il y aura des profits, donc il y aura une viabilité. Si on se met dans la tête que l'entrepreneuriat politique, c'est comme un plan quinquennal communiste dans le cadre duquel ça prend une question puis une réponse d'un truc qui ne bougera pas, c'est faux. Dans 2 ans, on n'a aucune idée, toi puis moi, on est dans quel environnement politique et économique. On est d'accord avec ça. Et donc, moi, pour l'élection générale, puis je vais tout remplir ma part de ce... Parce que je t'entends, là. Tes amis veulent ça, moi, leur donner. mais je veux quand même qu'à l'élection générale, on se pose la question des fondamentaux. Est-ce que c'est une bonne idée en général, oui ou non? Est-ce que le monde devant moi sont solides, oui ou non? Est-ce que, quand j'écoute les propositions de ce parti-là, c'est eux qui m'inspirent le plus confiance, le plus de compétences? Si je coche oui aux 3, dis à tes amis d'encourager ceux qui cochent oui aux 3 fondamentaux. Tu sais, je veux dire, il ne faut pas compliquer la politique non plus outre mesure. C'est de l'entrepreneuriat que je fais et les fondamentaux sont solides. Ensuite, je vais faire la job, je t'entends. Je réponds à votre question sur l'entrepreneuriat. Ouais. Fait que quand je lance un produit, que ce soit n'importe quoi, premièrement, on a besoin des meilleurs distributeurs, des meilleurs vendeurs. C'est ça. Je sais, avant de mettre ma canette sur la tablette, ou peu importe, ma pizza ou mon burger congelé, où je vais être sur la tablette, ça va être quoi mes rabais, ça va être quoi si... Est-ce que ça va fonctionner ou pas? J'en ai aucune idée. Par contre, ça part tout d'un plan de marketing, et là, je vais mettre ça côté politique. Marketing égale passer le message. Exact. Comme du monde. Exact. Fait que là, je dis pas que vous le passez pas comme du monde, mais là, tu sais, vous me dites, je peux pas dire ici, je peux pas dire ça, je comprends ça. Mais c'est tellement une question tellement plus importante que de savoir si ma nouvelle Beach Day aux cerises des champs va fonctionner. Non, mais je sais pas si ça sera une bonne saveur. Non, mais je fais juste te ramener à l'esprit d'entrepreneuriat. Non, mais je comprends, M. Plamondon. Parce que si tu veux comprendre mon univers d'engagement politique, pour revenir à la première question, moi, je suis vraiment dans l'esprit. Je suis plus un entrepreneur qu'un politicien. D'ailleurs, souvent, je fais une déclaration. Ben là, on ne va pas gérer un pays comme une entreprise. Là, on n'arrête pas de dire que les entreprises... Non, l'entrepreneuriat, ce n'est pas la gestion d'une entreprise privée. C'est une volonté de faire atterrir une vision puis de trouver des solutions avec toutes les embûches que ça implique. C'est le courage de créer, c'est le courage d'affronter.
Ce qui fait que, comme politicien, souvent, je fais une déclaration, puis là, ça brasse dans le commentariat, puis pourtant, ce n'est pas à l'avantage de ces sondages. Il semble viser telle clientèle, mais il pourrait en perdre de ce côté-là. À chaque fois que j'entends ça, je suis comme, ils n'ont rien compris à ce que je fais. Sais-tu que le message est mal passé, M. Plamondon? Non, c'est que poursuivre une vision de bien commun implique de dire et faire des choses qui, à court terme, peuvent amener des fluctuations à la baisse ou à la hausse, mais à moyen long terme, ça tient, c'est cohérent, puis c'est basé sur une vision. Tout l'inverse de la CAQ, qui a passé tout son temps à gouverner par sondage, faute de vision, à part un rassemblement de gens qui avaient de l'ambition. Mais par contre, ça je peux pas... C'est complètement des univers différents. Je peux pas enlever à Mme Fréchette et à M. Dreville pendant la campagne. Les deux m'ont dit ici, on a essayé de faire plaisir à tout le monde. Fait que ça, j'ai tout mon respect pour vous, que vous n'essayez pas de faire plaisir à tout le monde. Ça, c'est tout mon respect. C'est l'heure. By the way, pour ceux qui nous regardent, j'ai demandé aucune de mes questions. Fait que ceci étant dit, puis j'adore. Mais as-tu le droit de faire un peu de temps extra? Oui, on fait Donne-leur du temps extra, parce que si tu avais des questions, puis tout le monde attend la question, puis finalement, on est parti sur un trip de... Non, mais c'est ça que ça va être la prochaine... Mais c'est un trip d'avenir. C'est un trip d'avenir. Bon, on a parlé d'avenir. On se paye un trip. J'aime mieux parler de trip d'avenir que de parler de menu détail de l'actualité d'aujourd'hui qui a le nez collé. Parfait. Puis qui rime à aucune vision. J'adore ça. Là, tantôt, on l'a reporté. C'est un gouvernement minoritaire péquiste qui rentre. Let's go. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est l'autre question qui me chicote et qui chicote énormément de personnes à qui je parle dans la rue. Parce que je ne sais pas pourquoi. Les gens me parlent de politique à tous les jours. Puis il y a énormément... Pourtant, ça n'a pas l'air à t'intéresser. Il y a énormément de péquistes qui viennent me voir et sont comme, Olivier, pourquoi tu vas... Là, ils me nomment toutes les... Oui, parfait. Est-ce que je peux savoir exactement ce qui va se passer? Fait que là, s'il y a un gouvernement péquiste qui rentre minoritaire, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est pas compliqué. Une campagne électorale sert à mettre au jeu entre 20 et 40 engagements. Donc, la personne a fini par écouter les engagements. Qui seront oui ou non respectés. Ouais, c'est ça. Mais le but, justement, c'est si tu veux être réélu, mais si tu veux maintenir la confiance et le respect de la population, c'est justement pas de promettre n'importe quoi comme un troisième lien qui fait l'objet d'aucune étude ou comme un médecin en 30 minutes, puis des choses comme ça. Vous ne me verrez pas faire ça. Ce qui nous distingue à date, c'est la rigueur du travail, tous ces documents que des fois, merci de l'avoir lu, mais des fois qui ne sont pas lus. L'enjeu avec un gouvernement minoritaire, c'est que là, tu arrives au pouvoir, tu as l'obligation de livrer tes 20 à 40 engagements importants, mais tu n'as pas le pouvoir. Ta capacité à livrer ta promesse dépend de la collaboration de l'autre parti. Et si on observe la période de Pauline Marois, la difficulté ici, c'est que tu as l'entièreté du fardeau de livrer, mais tu n'as pas les coups des franges. Il n'y avait pas d'appui non plus, d'autres partis. Là. Exactement, parce que les autres partis vont regarder ça, puis ils vont se dire, bon, moi, j'aimerais bien que la prochaine, ça soit moi qui rentre et non pas eux qui obtiennent une majorité. Donc, ça a amené, si je me souviens bien, puis là, mes conseillers vont me corriger parce que des fois, c'est de la mémoire historique, mais François Legault a voté contre le renforcement de la loi 101 quand c'est un gouvernement marois. Ça n'a aucun sens en rétrospective, puis il va se vanter après d'avoir fait la loi 96, une loi historique la plus grande depuis René Lévesque. Mais quand le PQ est au pouvoir, il a voté contre parce que ça allait aider le Parti québécois dans une démarche de prise d'une majorité. Un gouvernement minoritaire, c'est pas une bonne situation. Pas pour vous. Zéro. Vraiment pas, parce que j'ai pas... Les libéraux, à l'échelle fédérale, se sont toujours tournés vers... eux, c'est comme Coke Diète, puis là, ils se tournent vers Coke aux cerises, là, qui est NPD. Là. Ils ont toujours fait ça. Fait que, c'est des gammes de Coke, là, mais... Je m'en ai dit une Joe Plaque, Coke Zéro. Correct. Ouais. Mais dans le cas du Parti québécois, ça va être très compliqué de se trouver un parti qui veut vraiment collaborer. Et dans quel cas, l'éventualité d'un gouvernement minoritaire pose problème en termes de ce qu'on peut vraiment réaliser. Il y en a un, QS, ça a dit qu'il était le parti de la souveraineté, non? 2 jokes en 2 phrases. C'est vraiment... Non, mais c'est vrai, parce qu'un gouvernement minoritaire, péquiste va être extrêmement... on l'a vu avec Mme Marois, ça n'a pas duré longtemps. C'était vraiment ça.
Puis tout le monde le savait. Quand vous avez été élu, le PQ minoritaire, tout le monde le savait que ça n'allait pas durer un mandat complet. Là. D'où l'intérêt que j'ai à être solide et à performer en temps voulu. Il va falloir que je sois clutch. Parce que juste pour le Québec, là, indépendamment que c'est évident que le Parti québécois n'a pas intérêt à ça, pour le Québec, là, être pris dans une situation de gouvernement minoritaire avec l'ambition de devenir un pays, là. Évidemment, tu sais, moi, mon engagement envers les Québécoises et les Québécois, les gens, des fois, ils pensent que je suis commis à l'indépendance comme on serait commis à une religion. Moi, je suis juste commis à l'indépendance parce que je veux servir les Québécoises et les Québécois, puis je trouve que n'importe qui se penche sur cette question-là avec sérieux va conclure qu'il faut que ça se fasse. Mais mon engagement, il est envers les gens. Là. On revient au début de l'entrevue. Moi, je veux être utile là-dedans, puis je veux démontrer qu'on peut être utile. Mais est-ce que quelqu'un Donc, comme si moi... je suis dans un gouvernement minoritaire, je vais galérer puis faire mon possible avec le plus de fidélité possible. Mais comprenons les limites de ce scénario-là. C'est un scénario très limitant et limité pour un paquet de questions urgentes. Mais ça, c'est vraiment entre les mains des gens. Tu sais, moi, c'est comme un athlète, un joueur de hockey avant les séries. Tu embarques sur la glace avec la mentalité de donner vraiment ton 110 %, de tout donner sur la glace. Puis ensuite, les gens vont trancher le résultat de la partie. Il m'appartient pas, il appartient aux gens. Là. Fait que là, quelqu'un comme moi qui a tellement de questions sur le après, le oui, je vais être dans le néant le 5 octobre? Non, on continue à publier, mais pose-moi en une parce que tu sembles être dans un néant total. Puis Ben non, mais pas dans le néant, mais qu'est-ce qui te... Bon, là, on parle de la monnaie canadienne, on parle de l'armée canadienne, vous allez sortir d'autres choses dans le livre bleu. Ouais. Donc, armée, tu vas l'avoir. Puis, non, c'est pas si je vais l'avoir ou pas, c'est comment ça va se dérouler. L'autre question aussi que je me fais beaucoup demander, c'est... Mais armée, je vais répondre avant l'élection. OK. Ça, on a déjà un chapitre de fait. Parfait. Tout est là. La Banque centrale du Québec. Ouais. On est dans un monde 2026 que, bon, la monnaie numérique, tout ça, il y a tellement déjà de monnaie sur la planète. Ouais. Vous pensez que c'est réaliste d'avoir une monnaie québécoise? Parce que là, après ça, là, c'est soit qu'on a la saveur du mois ou on est un nouveau pesos canadien en ce moment. On se donne 10 ans pour faire cette transition-là. Si on les prend marchés quel argent? financiers, on prend quel argent si les marchés financiers, tu veux dire la mise sur pied de la banque? Demain matin, on gagne le oui. Là. Ouais. On gagne ou on perd le oui. Mettez-le comme vous voulez. Là. Et là, ça prend 3-4 ans, puis là, on devient un Québec souverain. Quel argent qu'on a? Tu veux dire la devise? Oui. La devise demeure canadienne tant que la transition n'est pas faite. Mais en même temps, la transition... C'est une transition sur 10 ans. Mais tu as cette question-là, mais je te jure que tout est détaillé dans un chapitre que je vais mettre en ligne avec l'entrevue. Fait que, juste spécifier, on a répondu à toutes ces questions-là dans un document fouillé avec des consultants. Puis on a même consulté nous-mêmes les marchés financiers québécois pour être certain qu'on n'était pas dans le champ, puis qu'ils étaient confortables avec ça, puis on a obtenu une réponse positive avant de publier pour être certain de ne pas être dans le champ. Mais je l'ai lu. Donc, non, mais c'est pas comme si donc on est dans le néant. Non, c'est pas dans le néant. Par contre, c'est qu'on prend pour acquis que demain matin, le Canada va dire, ben oui, continue à utiliser notre monnaie. M. Carney, demain matin, là, il veut nous faire, chier. Non, mais tu me corrigeras, mais on ne peut pas empêcher une autre nation d'utiliser une monnaie. En fait, puis si tu le fais... C'est une très bonne question là, dans les commentaires, si vous êtes en droit international. Non, mais j'ai mon groupe... C'est ça, les monnaies ne font pas l'objet d'un monopole. Et je pense que de précipiter un changement de monnaie est un risque substantiel pour le Canada comme pour le Québec. Il n'y a personne qui va vouloir faire ça. Énorme. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que on va regarder avec les marchés financiers. Le problème qu'on veut régler sur la monnaie, c'est une monnaie canadienne dopée par le pétrole de l'Alberta puis des politiques monétaires canadiennes faites en fonction des autres provinces. Moi, je pense que nos exportations pourraient être bonifiées si on avait notre propre politique monétaire. Mais ce n'est pas à moi de le décider. Ce qu'on dit dans notre document, puis on va à nouveau le mettre en commentaire, les gens iront voir ça, mais c'est simplement de dire, écoutez, on va se donner 10 ans de transition. Il y a des étapes, donc on détaille les étapes. Mais ce sera un comité des marchés financiers qui auront pu, en ce moment, ils ont un conflit de loyauté. Là. Ils sont très loyaux au régime fédéral parce qu'ils font partie intégrante du régime. Mais une fois que l'indépendance est faite, tes marchés financiers québécois vont se dire, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt de nos entreprises puis le meilleur intérêt économique du Québec. Je pense qu'ils vont conclure à notre propre politique monétaire, notre propre banque centrale et notre propre devise. Mais s'ils ne le font pas, puis on préfère, parce qu'on a regardé pour le dollar américain, on a regardé pour le maintien de la devise canadienne, puis pour une monnaie québécoise, mais peu importe le scénario retenu par les marchés financiers, c'est pas le lendemain matin. Là. C'est la dernière chose qu'on va faire, parce que ce que tu veux, c'est calmer le jeu
et avoir de la stabilité des affaires. Donc, tu y vas par bouchée, là, tu ne fais pas ça Mais rapidement. voyez-vous, ça, c'est une réponse. Je suis content de l'avoir entendu. On peut prendre la monnaie qu'on veut. Ça, c'est pas écrit dans votre. Oui, c'est écrit. Ouais. OK. Bon, Ben, en tout cas, je ne veux pas dire. Non, OK. mais je veux dire, dans le. C'est parce que j'ai un de mes recherchistes, mais moi, pour je ceux suis qui écoutent, j'ai un de mes je suis recherchistes que content. je regarde. Fait que là, Puis c'est lui qui a écrit ce chapitre. dans ce chapitre-là, c'est bien écrit, noir sur blanc, qu'un pays peut prendre la monnaie qu'ils veulent quand ils veulent. OK, parfait. On va le mettre en commentaire. Oui, c'est parfait. Mais regarde, moi, je suis là puis je m'instruis en même temps. Mais tout ça pour dire qu'on n'est pas à zéro dans la réflexion, mais il y a des chapitres qui n'ont pas été publiés. Donc, simplement, c'est intéressant parce que si tes amis disent ça, c'est qu'eux n'ont pas été touchés par ces documents-là ou par ces Ben communications. non, mais puis, tu sais, moi, je m'intéresse vraiment à la politique. Là, je lis tout. Mais J'ai tu vois pas lu cette l'intérêt. ligne-là. Mais tu vois l'intérêt du format podcast. Un des enjeux que j'ai, c'est quand j'ai des entrevues de 8 minutes, Non, mais ça, on le sait. puis que la question 3 fois de suite, c'est oui, mais les gens, dans le dernier sondage, ne voudraient pas d'un référendum 3 fois. Comment veux-tu que je parle du projet? Je suis comme pris dans une espèce de spirale sur une peur qui me semble exagérée d'une consultation populaire qui s'appelle référendum. Et pendant ce temps-là, ben, plein d'aspects fondamentaux, j'ai pas l'espace. Donc, je me rends compte que d'autres formats de discussion donnent la chance de dire, ben, ça, on l'a fait, ça, on l'a pas fait. Puis, allez lire ça, vous allez voir, c'est intéressant. Ben, c'est Puis très dans ton cas, tu as même lu, C'est- le budget de l'an 1. C'est très intéressant. Mais, puis, pour le vrai, puis j'en parlais à mon cousin qui est ici, qui est un fier péquiste. Qui était un Salutations, fier cousin. péquiste. Je sais plus, il est rendu où dans son... Mais c'est vrai. Puis, j'y disais, Il m'a fait un clin d'œil. c'est très bon. Par contre, est-ce que c'est réaliste? Puis je suis content qu'on en parle aujourd'hui. On avait plein d'autres sujets, mais les sujets, je vais dire comme toi, je vais dire comme vous, les sujets là, d'actualité peut-être trop prenantes. Puis la dernière question, parce que je ne veux pas vous garder trop longtemps. Là. Fait que là, demain matin, on est le 5 octobre. M. Plamondon, chef du PQ, devient un gouvernement majoritaire. Est-ce qu'on a, avec l'équipe de feu là, que vous me parlez, on se donne combien de temps, parce que là, on est parti pour 4 ans, combien de temps pour montrer au Québec, aux Québécois, aux Québécoises qui ont voté pour vous, qu'on est capable de... Bon, c'est impossible de tout régler en 3 ans. On le sait, ça c'est correct, on a compris ça. Ouais. Mais on se donne combien de temps? C'est-tu 6 mois, c'est 3 ans et demi, on veut quand même stabiliser, dire, regarde, on a fait des bonnes choses, parce que là, on sait très bien que le PQ au pouvoir, c'est comme ça que le fédéral, là, que ça soit peu importe. Ah non, mais l'historique du PQ au pouvoir, c'est l'inverse. C'est un peu paradoxal, puis c'est même problématique pour le projet que je porte. Quand le PQ est au pouvoir, c'est là que le fédéral fait des concessions. Toute l'hypothèse de Éric Duhem, François Legault puis Charles Milliard, Christine Fréchette tient le même discours, c'est de dire, plus tu dis au fédéral que tu vas rester dans la fédération coûte que coûte, puis peu importe la couleuvre qui t'ont avalé, tu dis oui. Moins tu as de pouvoir de négo. Donc, le problème des gouvernements Lévesque et Parizeau notamment, c'est qu'ils se sont mis à obtenir des concessions importantes du fédéral puis des ententes historiques, les unes après les autres. Mais pourquoi tu penses? Parce que les Québécois se tiennent debout puis ils disent, là, ça va faire, puis on va agir. Mais tant que tu as des gouvernements qui ne se tiennent pas debout, qui sont couchés par terre au début de la négociation en disant « Je veux les pleins pouvoirs en immigration, mais je n'ai même pas le courage de faire un référendum sur l'immigration. Puis si tu me dis non, je te promets que je ne ferai rien. » C'est ça, Charles Milliard. C'est ça, Christine Fréchette, François Legault. C'est toute la même chose. Là, tu n'en as pas de pouvoir de négociation. Un problème que je risque d'avoir, c'est qu'avec un gouvernement majoritaire du Parti québécois, le fédéral va se mettre à être super gentil. Puis j'aurai pas le choix, parce que je travaille pour le Québec, de dire oui, puis de faire avancer les choses. Moi, je suis pas là pour saboter rien, là. Je suis là pour aider. Mais le problème qu'on a vu par le passé, c'est que cette posture-là tend à démontrer que le Canada fonctionne alors qu'il fonctionne de manière circonstancielle et de courte durée en raison de l'ambition explicite des péquistes. C'est ce qui est arrivé à Lévesque et à Parizeau. Dernière question, premier. La relation avec le... Bon, on gagne. Québec, la relation avec le Bloc au fédéral, ouais. C'est quoi la relation? Parce qu'on ça s'est réchauffé beaucoup. Non, mais ça s'est beaucoup réchauffé. Parce qu'on est aligné en ce moment. Le problème du Bloc et du PQ, historiquement, ça n'a rien à voir avec les chefs. C'est vraiment que il y en a un qui joue au racquetball, puis l'autre joue au tennis. Fait que ça se ressemble, il y a des balles qui bougent, mais c'est pas les mêmes règles. Fait que quand tu débarques sur le turf de l'autre avec ta mauvaise raquette, tu peux taper la balle. Mais les règles sont pas les mêmes. Donc,
Il y a des fois dans l'histoire Bloc-PQ où le Bloc a des positions fédérales qui collent pas tellement aux positions du Parti québécois. Puis dans quel cas, c'est un peu risqué d'être côte à côte parce que tu veux pas tirer dans le navire, te tirer dans le pied en mettant côte à côte des personnes qui ont littéralement dit pas la même chose sur un sujet important. Mhm. Là, ce qui arrive, Comme la c'est... séparation du Québec. Ouais, ou comme des sujets plus circonstanciels. Là. Dans une campagne, il y a plein de sujets. Puis Non, mais moi, je connais des gens élus au Bloc qui sont pas contre la séparation, mais ils sont genre, bof, ça arrive, on regardera rendu là. Et dans quel cas, c'est plus facile d'être côte à côte quand on en arrive exactement au même plan de match. Et là, ce qui arrive, c'est un réalignement. Donc, si vous observez comme il faut dans Terrebonne l'implication du Parti québécois pour l'élection du Bloc, puis à l'inverse, le soutien que le Bloc nous a donné, j'ai fait un point de presse conjoint avec Yves-François Blanchette dans Terrebonne, puis tout le monde était bien de bonne humeur parce que les circonstances nous aident un peu. On s'est réaligné naturellement sur exactement les mêmes prises de position. Quand c'était plus exigeant, c'était pas tant qu'il y avait des problèmes concrets ou terre à terre, c'était juste qu'on n'avait littéralement pas la même position. Puis dans quel cas, moi, je calculais que j'avais un risque de nuire plus que d'aider si je m'impliquais beaucoup, mais ça se réaligne assez vite, en fait, une fois que les positions sont... C'est quand même un dédoublement de la bureaucratie, là, le Bloc. Ben oui, le fruit du dédoublement de gouvernement, c'est l'illustration qu'on n'a pas besoin d'un gouvernement de trop. Puis ça, les bloquistes vont être le premier à le dire. Eux sont confrontés à tous les jours à des absurdités dans un Parlement où tout le monde hurle. Pauvres eux autres, là. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font parce que... Surtout si vous gagnez. Plein de décisions contre le Québec. Tu es condamné à juste taper, mais tu n'as pas le pouvoir de les renverser. Puis le mépris qu'ils doivent ramasser là-dedans, ça fait des années que ça dure. Je lève mon chapeau pour le courage. Moi, j'aurais peut-être pas eu la patience. Ma Blondon. À une prochaine pour tes vraies questions. Pour les vraies questions, l'élection dans longtemps, fait qu'on a longtemps. C'est demain matin, en fait. Non, mais c'était quoi? T'es juste en rafale? C'est questions économiques. On parlait d'Hydro-Québec et tout ça, mais je comprends qu'à la fin de la journée, ça ne sera pas ça, la question. C'est ça qui va arriver. Je te soumets que certaines de tes questions vont rebondir en élection et elles joueront un rôle parce que le Parti québécois va arriver très près sur les questions de gestion courante. On va arriver solide. J'ai hâte de voir. Ça aura une influence. Là. Je comprends que les libéraux, puis peut-être tu es teinté par l'entrevue. Je suis pas en passant, je suis zéro teinté. Non, je parle à tout le monde. Pas teinté politiquement, mais ce que je veux dire, c'est que tu viens de donner une entrevue aux libéraux qui, eux, souhaitent à tout prix qu'il y ait un seul sujet puis que ça tourne autour de la peur du référendum. Dans les faits, ma campagne va vraiment couvrir tout ce qu'il y a de concret dans la vie des gens parce que ça demeure l'élection d'un gouvernement. Et à tes amis, on conclut là-dessus, qui se disent « j'ai pas eu réponse à tout autant que je voudrais », je les invite à lire ce qu'on vient de mettre en commentaire, mais dis-leur que s'ils sont d'accord avec les fondamentaux, il y a une valeur à encourager une formation indépendantiste formée de gens solides, puis qu'on n'est pas des touristes. Donc, tous les trous qu'il pourra y avoir, qui sont pas mal le fruit d'une formation qui avait seulement 3 députés, donc les ressources qui vont avec, seront comblées, puis le travail sera fait avec beaucoup de sérieux. Puis la prochaine fois qu'on se parle, tu auras parlé à tes amis, on fera un suivi, voir si ça avance. Ils auront lu vos plans que... Bon, je n'ai pas lu au complet. Ça veut dire où j'ai passé par-dessus. Pour la monnaie qu'on peut choisir, ça, je vais me coucher... on dit plus intelligent, pas moins niaiseux, c'est ça? Je pense que c'est plus vendeur, plus intelligent, mais c'est toi le spécialiste de marketing. Merci, M. Plamondon.